Le 6 juin 1944, Normandie, France. La première chose qu'ils ont perçue a été l'odeur. La poudre à canon, le métal brûlé, et quelque chose de bien plus terrible que les hommes qui ont survécu n'ont jamais vraiment réussi à décrire à quiconque n'était pas là. Des soldats américains de la première division d'infanterie étaient accrochés à un mur de mer sur la plage d'Omaha, là depuis des heures. Les corps de leurs camarades flottaient dans l'eau derrière eux, se mouvant au gré des vagues froides et grises. Des hommes, pleins de vie à minuit, étaient les partis dès le matin. Le sable autour du mur de mer était sombre et humide, et les mitrailleuses allemandes au-dessus d'eux sur les falaises ne semblaient jamais s'arrêter. Les généraux à bord des navires dans la Manche recevaient des rapports de pertes si catastrophiques que l'un d'eux, le général Omar Bradley, envisageait silencieusement de retirer tout le monde de la plage et d'admettre la défaite. Puis une radio grésilla quelque part à proximité. Un message passait à travers les canaux de communication alliés, transmis d'une unité à l'autre, de secteur en secteur. À l'est, les Canadiens avaient sécurisé leur plage. Non seulement cela, mais ils avaient continué. Ils avaient avancé dans les terres, plusieurs kilomètres. À la fin de la journée, certaines unités canadiennes se trouvaient à près de 14 kilomètres de la mer, plus près de leurs objectifs que n'importe quelle autre force alliée sur les 80 kilomètres du littoral normand. Un sergent américain, entendant cette nouvelle alors que ses bottes étaient encore trempées de mer et que ses mains tremblaient, dit ce que beaucoup de ses camarades ressentèrent dans leur poitrine, mais n'avaient pas encore formulé. On se sentait comme des amateurs. C'est exactement ce que raconte cette histoire. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous allez avoir exactement ce que vous attendiez. Nous allons vous raconter toute l'histoire de ce que les Canadiens ont accompli à Juno Beach le 6 juin 1944. Comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et ce que cela a signifié pour les hommes qui étaient là et pour le monde qui a suivi. Mais d'abord, il faut que vous compreniez l'ampleur de ce qui se passait ce jour-là. L'opération Overlord était la plus grande invasion aquatique terrestre de l'histoire de la guerre humaine. Le 6 juin 1944, environ 156 000 soldats alliés traversèrent la Manche et se dirigeaient vers la côte française. Ils arrivaient par bateau, embarcation de débarquement et planeurs. Ils étaient dans l'obscurité, dans le froid, et dans une mer agitée, qui rendait beaucoup d'entre eux gravement malades avant même d'atteindre la plage. Ils se dirigeaient vers ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique, une longue ligne de défense allemande construite le long de la côte française, remplie de bunkers en béton, de nids de mitrailleuses, de mines, d'obstacles en métal et de dizaines de milliers de soldats allemands qui avaient pour ordre de repousser toute invasion dans la mer. Adolf Hitler l'appelait impénétrable. Il croyait qu'aucune armée ne pourrait le traverser. Ce matin-là, 5 groupes différents de soldats alliés se dirigèrent vers 5 plages différentes, chacune portant un nom de code. Les Américains allaient à Utah et Omaha. Les Britanniques étant allaient à Gold et Sword. Les Canadiens allaient à Juno. Ce qui se passa sur chacune de ces plages fut différent. Certaines se déroulèrent mieux que prévu, d'autres moins bien. Mais la différence entre ce qui se passa à Omaha et ce qui se passa à Juno deviendrait l'une des comparaisons militaires les plus commentées de toute la guerre. Pas seulement parmi les historiens assis dans des bureaux chaleureux des décennies plus tard, mais parmi les soldats eux-mêmes, sur le terrain, dans les heures et les jours qui suivirent l'événement à Omaha. Des hommes courageux mouraient dans l'eau avant même de toucher le sable. À Omaha, des tanks ont coulé. Les plans ont échoué. Des officiers ont été tués dès les premières minutes. La plage est devenue un lieu de fumée, de sang et de bruit si fort et incessant que des hommes ont dit plus tard qu'ils ne se souvenaient plus de ce qu'était le silence. Les Américains à Omaha n'ont pas échoué. Ils ont finalement percé à un coup énorme grâce à un courage individuel difficile à décrire pleinement. Mais ils ont payé un prix presque insupportable. Et pendant tout cela, les Canadiens avançaient. C'est là le mystère central de cette histoire. C'est la question qui fait se pencher les historiens militaires sur leurs chaises, et les vétérans se taisent lorsqu'ils essaient d'y répondre. Les Canadiens n'étaient pas une grande nation. Ce n'était pas un pays avec des générations de traditions militaires professionnelles. Beaucoup des hommes qui débarquèrent à Juno Beach étaient des civils ordinaires, seulement 2 ou 3 ans avant ce matin-là. Alors comment ont-ils fait ? Comment ont-ils avancé plus vite, plus loin, et accompli plus le jour du débarquement que toute autre force alliée sur la plage ? La réponse vous surprendra. Pour comprendre ce que les Canadiens ont accompli le 6 juin 1944, il faut revenir 2 ans en arrière.
Il faut revenir à une plage en France appelée DEP et comprendre ce qui s'y est passé lors d'un matin terrible d'août 1942, car sans DEP, il n'y aurait pas eu Juno. Sans cet échec antérieur, imprégné du sang canadien, le succès qui suivit est impossible à comprendre complètement. Le 19 août 1942, environ 6086 soldats alliés lancèrent une attaque sur la ville portuaire française de Dieppe. La majorité d'entre eux, environ 5000, étaient canadiens. Ils ont atteint la plage dans les premières heures du matin et sont tombés directement sur des défenses allemandes prêtes et totalement préparées. En quelques heures, l'opération était devenue un désastre sans précédent dans l'histoire militaire du Canada. Lorsque tout fut terminé, 3367 Canadiens étaient morts, blessés ou capturés. La 2e division d'infanterie canadienne avait été pratiquement anéantie en une seule matinée. Des caméras allemandes avaient photographié les corps étendus sur la plage rocheuse, et ces images avaient été envoyées à travers l'Europe occupée comme preuve que le mur de l'Atlantique ne pouvait être brisé. Le Canada était en deuil. Le pays était petit, avec seulement 11,5 millions d'habitants, et les pertes à Dieppe furent ressenties dans presque toutes les villes et villages du pays. Des télégrammes arrivaient aux portes des maisons. Les familles restaient silencieuses autour des tables de cuisine. La douleur était profonde et réelle. Mais quelque chose d'autre s'est passé, en parallèle de ce deuil. Les officiers et les soldats canadiens qui ont survécu à Dieppe ont commencé à étudier ce qui avait mal tourné avec une colère concentrée et réfléchie. Ils ont examiné chaque décision, chaque morceau d'équipement, chaque plan qui avait échoué. Ils ont posé des questions difficiles et exigé des réponses honnêtes. Pourquoi le tir naval n'a-t-il pas détruit les positions allemandes avant que les hommes n'atterrissent ? Pourquoi n'y avait-il pas de soutien blindé adéquat ? Pourquoi le plan supposait-il que les défenseurs allemands seraient surpris alors qu'ils ne l'étaient clairement pas ? Ces questions sont devenues des leçons. Et ces leçons, écrites dans le sang des hommes qui ne sont jamais revenus de Dieppe, ont constitué la base de tout ce que les Canadiens feraient différemment 2 ans plus tard, sur une plage appelée Juno. Le Canada était entré en guerre le 10 septembre 1939, une semaine après la Grande-Bretagne, et avait fait sa propre déclaration indépendante. Un choix délibéré qui montrait que le pays ne suivait plus simplement l'ancien empire, mais prenait ses propres décisions. Dès les premiers jours, plus d'1 million de Canadiens allaient se porter volontaires pour servir dans l'armée. 1 million dans un pays de 11,5 millions d'habitants. Ces hommes n'étaient pas des soldats professionnels au sens traditionnel du terme. Ce étaient des fermiers de blé du Manitoba, des ouvriers d'usines de l'Ontario, des pêcheurs du Québec et des bûcherons de la Colombie-Britannique. Ils étaient des volontaires, ce qui signifiait qu'ils avaient choisi d'être là. Et ce choix avait un sens. En 1944, les hommes de la 3e division d'infanterie canadienne s'entraînaient en Angleterre depuis des années. Des années d'attente, de manœuvres, de simulations de débarquement, d'études de cartes et d'exercices sur des plages le long de la côte anglaise, conçus pour simuler des conditions que personne ne pouvait vraiment imaginer. Ils s'entraînaient sous la pluie d'hiver et la chaleur de l'été. Ils s'entraînaient jusqu'à ce que leurs mouvements deviennent automatiques, sortir d'un canot de débarquement, toucher le sable, avancer sans réfléchir. Ils s'entraînaient avec des munitions réelles, ce qui signifiait que l'entraînement lui-même était dangereux, et certains hommes étaient là à blesser ou tuer lors d'exercices censés les préparer à la réalité du combat. L'attente elle-même était une forme de difficulté. En 1943, certains des hommes étaient en Angleterre depuis 3 ans, sans voir de combat. Ils voyaient les unités américaines arriver, s'entraîner brièvement et repartir pour l'Afrique du Nord ou la Sicile. Ils regardaient, attendaient, se demandaient si leur tour viendrait un jour. Certains étaient devenus impatients, d'autres cyniques. Certains craignaient en silence qu'une fois le moment venu, ils découvriraient que tout l'entraînement du monde ne pouvait pas préparer un homme à ce que ressent le vrai combat. Mais l'entraînement continuait, sérieux, détaillé, entièrement façonné par le souvenir de ce qui avait échoué à Dieppe. Les officiers qui dirigeaient les exercices avaient étudié les rapports de Dieppe jusqu'à pouvoir les réciter de mémoire. Ils avaient reconstruit des scénarios d'entraînement autour des échecs spécifiques. Que faire quand le bombardement échoue ? Que faire lorsque l'officier est tué dès la première minute ? Que faire lorsque le plan s'effondre et qu'on se retrouve seul sur la plage, avec rien d'autre que son fusil et les hommes à ses côtés ? L'homme qui commandait la 3e division d'infanterie canadienne était le major général Rod Keller. Agressif, exigeant et pas toujours facile à vivre.
mais sous lui se trouvaient des officiers exceptionnellement bien préparés, dont le brigadier Ken Blackadder, qui commandait les unités devant débarquer lors de la toute première vague à Juno Beach. Ces hommes avaient étudié des photographies aériennes de la plage jusqu'à pouvoir décrire chaque maison, chaque bunker et chaque position de tir de mémoire. Ils avaient recollecté des photos de vacances pré-guerre prises par des familles britanniques qui avaient séjourné sur la côte normande, cherchant tout détail pouvant les aider à comprendre le terrain que leurs hommes allaient traverser. Les Allemands qui défendaient Juno Beach étaient des soldats de la 716 division d'infanterie. Ce n'était pas une formation allemande de première qualité. Beaucoup de ces hommes étaient plus âgés et une part importante étaient des Européens de l'Est, enrôlés de force dans l'armée allemande qui n'avaient guère de raison personnelle de se battre jusqu'au dernier homme. Cela contrastait fortement avec les soldats qui attendaient à Omaha Beach. Là, les Américains faisaient face à la 352e division d'infanterie, une unité allemande expérimentée et de haute qualité que les services de renseignement alliés avaient complètement échoué à identifier comme étant dans ce secteur. Les Américains se dirigeant vers Omaha pensaient qu'ils allaient affronter une garnison faible. Ils se trompaient, et cette erreur allait leur coûter cher. Les Canadiens se dirigeant vers Juno faisaient face à un ennemi plus faible, mais ils étaient aussi bien mieux préparés, mieux équipés, et portaient avec eux 2 années d'enseignement tirées de leurs durs apprentissages, un prix payé très cher. Le décor était prêt. La question était de savoir si cette préparation serait suffisante. Le 6 juin 1944, la Manche n'était pas calme. Les vagues atteignaient 4 à 5 pieds de hauteur, et le vent soufflait froidement du nord-ouest. Le ciel était gris et bas, et l'eau, de la couleur de l'acier, se perdait derrière des vagues, qui semblaient impossibles à franchir pour des hommes ayant grandi dans des prairies ou des villes éloignées de tout océan. À l'intérieur des embarcations de débarquement, les hommes étaient comme malades. L'odeur sous les ponts était celle du carburant diesel et du vomi, et l'air aigre des centaines d'hommes effrayés entassés dans une boîte d'acier qui montait et s'écrasait à travers l'eau grise. Certains vomissaient par-dessus bord jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis ils se tordaient de douleur, leur corps refusant de croire qu'il n'y avait plus rien à rendre. D'autres étaient assis, la tête entre les genoux, les yeux fermés, essayant de se concentrer sur n'importe quoi d'autre que le mouvement. Quelques-uns réussirent à manger les sandwichs qu'on leur avait donnés, mais la plupart ne pouvaient même pas regarder la nourriture. Ils étaient réveillés depuis minuit, certains depuis plus longtemps. On leur avait donné des pilules contre le mal de mer qui à peine fonctionnaient, des repas chauds qu'ils n'avaient pas pu garder, et des paroles de l'aumônier qu'ils tentaient de retenir alors que la côte française grandissait à l'horizon à travers les embruns. Certains priaient, d'autres racontaient des blagues qui n'avaient fait rire personne. D'autres encore fixaient simplement les parois métalliques grises de l'embarcation de débarquement, pensant à chez eux, à des parents qui ne savaient pas où ils étaient à ce moment précis, à des épouses et des petites amies qui dormaient paisiblement dans des lits à des milliers de kilomètres, à ces matins ordinaires qu'ils avaient pris pour acquis et qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Juno Beach avait un problème qui rendait le débarquement encore plus dangereux avant même qu'un coup de feu ne soit tiré. S'étendant le long d'une grande partie de la plage se trouvait un récif offshore, une barre de rochers, qui se trouvait juste sous la surface à marée haute et refaisait surface entièrement à marée basse. Si les embarcations de débarquement arrivaient à marée basse pour éviter les obstacles allemands dans l'eau, elles s'arrêteraient net sur le récif, et les hommes devraient en traverser des centaines de mètres d'eau sous le feu ennemi. Les planificateurs canadiens avaient pris la décision stratégique de venir à marée haute et de flotter par-dessus le récif. Cela signifiait arriver au milieu des obstacles allemands plutôt que devant eux. Et cela signifiait que le débarquement était prévu autour de 7h45, bien plus tard que le débarquement américain à Omaha qui avait commencé à 6h30. Ensuite, la mer agitée ralentit encore tout le processus. Les embarcations prenaient 10 à 21 minutes de retard sur le programme. Cela créa un problème irréparable. Les navires et les avions de guerre qui avaient bombardé les positions allemandes avaient été synchronisés pour cesser de tirer au moment où les troupes arrivaient afin d'éviter de toucher leurs propres hommes. Mais maintenant, les troupes étaient en retard. Le bombardement cessa. Les défenseurs allemands, qui s'étaient aplatis dans leurs bunkers en béton pendant que des obus et des bombes explosaient autour d'eux, se levèrent, remontèrent à leurs canons et étaient prêts et en position lorsque les premières rampes canadiennes descendirent. À 7h49,
La première embarcation de débarquement toucha le sable à Corselaré et Bernier. Les rampes tombèrent. Les hommes coururent en avant, et les mitrailleuses allemandes ouvrirent immédiatement le feu. À Non-Red Beach, près de Saint-Ouen, le régiment North Shore se retrouva directement face à un point fort allemand appelé WN-27. Les murs en béton de cette position avaient survécu presque intacts au bombardement. Les mitrailleuses balèrent la plage de gauche à droite de manière régulière et mécanique, et les hommes tombent dans l'eau et sur le sable. Les embarcations de débarquement frappent des mines en approchant et explosent, projetant des hommes dans l'eau glacée. Certains se noient avant de pouvoir tirer une seule balle. Près de Corso-sur-Méhare, les Royal Winnipeg Rifles faisaient face à une position de tir allemande toujours pleinement opérationnelle. Un canon de 75 mm, à l'intérieur d'une installation bétonnée, commença à frapper directement les embarcations de débarquement. Un vaisseau transportant des hommes de Winnipeg heurta une mine au moment où sa rampe s'ouvrit, et les survivants se souviennent de la rampe descendant dans un mur de bruit et de feu. En quelques minutes brutales, les Winnipeg Rifles comptèrent environ 128 pertes, mortes, blessées ou disparues, dans une unité qui avait commencé la matinée pleine d'hommes vivants. À travers toute la plage de Juneau, les pertes en embarcations de débarquement furent stupéfiantes. Sur les 306 embarcations qui approchaient de la plage dans les vagues d'assaut, 90 furent de perdus ou endommagés, soit un taux de perte de près de 30%, plus élevé que pour toute autre plage sauf Omaha. Des hommes qui s'étaient entraînés pendant des années, qui avaient étudié chaque photographie et mémorisé chaque objectif, mouraient dans l'eau avant même de toucher la France. À l'intérieur des bunkers allemands, les défenseurs manœuvraient leurs armes avec une efficacité froide. Le béton autour d'eux absorbait tout ce que la marine leur lançait. Leur mitrailleuse MG-42 tirait à 1200 balles par minute, un bruit que les vétérans décrivent comme celui d'une toile déchirée, constant et terrifiant. Les tireurs d'élite opéraient depuis les fenêtres des maisons en bord de mer de Bernier et Saint-Ouen. La plage était un chaos total. Le plan était déjà brisé. Les hommes mouraient plus vite que quiconque n'avait osé l'imaginer. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les Canadiens continuaient d'avancer. À Omaha, à la même heure, les Américains ne bougeaient pas. Ils mouraient sur place, attendant que quelqu'un trouve un moyen de sortir de ce champ de mort. Les deux plages n'étaient qu'à quelques kilomètres l'une de l'autre. Elles auraient aussi bien pu être sur deux planètes différentes. La différence entre un désastre et un triomphe se décide souvent non pas par les généraux qui regardent des cartes sur des navires à des kilomètres, mais par des hommes ordinaires allongés dans le sable qui décident, en un instant, qu'ils ne mourront pas sur cette plage. À Juneau, ce moment est arrivé dans les minutes qui ont suivi l'arrivée de la première vague. Et ce n'était pas l'œuvre d'un seul héros, mais de dizaines de petites décisions prises par des hommes dont les officiers étaient déjà morts ou blessés et dont les plans s'étaient déjà effondrés. Les Queensrÿche Rifles du Canada débarquèrent à Bernier-sur-Méhare, directement en face de l'une des positions allemandes les plus fortes sur toute la plage. La compagnie B se retrouva face à des murs en béton, abritant plusieurs mitrailleuses et un canon anti-char. En quelques minutes, la compagnie avait perdu 65 hommes sur environ 120, plus de la moitié. Leur commandant avait été blessé. La chaîne de commandement était brisée. Pendant un court instant, peut-être 30 secondes, peut-être une minute entière, les hommes survivants étaient figés dans le sable, cloués au sol par le feu, frôlant l'effondrement total. Puis, quelqu'un bougea. Un homme se leva et commença à courir en avant, puis un autre, puis tous. Le sergent Charlie Martin des Queensrÿche Rifles décrivit ce moment des années plus tard avec des mots simples et clairs. « La seule alternative était de mourir sur la plage, dit-il, et ils avaient décidé qu'ils n'allaient pas faire ça. » Le caporal Ralph Jackson se précipita vers une position de mitrailleuse et y lança une grenade, tout en ayant des balles qui sifflaient près de sa tête. D'autres hommes profitèrent des failles dans le champ de tir allemand, des failles qu'ils avaient identifiées des semaines plus tôt lors des entraînements en étudiant des photographies aériennes pour contourner les bunkers. La préparation, l'entraînement sans fin, les cartes mémorisées, tout cela portait enfin ses fruits dans les minutes les plus désespérées de leur vie. Et puis arrivèrent les blindés. Contrairement à Omaha Beach, où 29 des 32 tanks amphibies avaient coulé dans les eaux agitées avant même d'atteindre le sable, les unités blindées canadiennes et britanniques avaient lancé leurs tanks beaucoup plus près de la côte.
les premiers hussards et le fort Gary Ors, régiment de tanks canadiens, réussirent à faire débarquer la plupart de leurs tanks Sherman sur la plage. Ces tanks commencèrent à avancer à travers les obstacles, plaçant leurs canons presque contre les ouvertures étroites des bunkers allemands, tirant à presque bout portant. Mais ce qui était encore plus important, ce furent les véhicules spécialisés que les Canadiens et les Britanniques avaient convenu d'utiliser. Des machines conçues par un brillant général britannique nommé Percy Hobart, que les Américains avaient en grande partie rejetées. Des tanks Flail équipés de chaînes tournantes qui martelaient sur le sol devant eux, faisant exploser les mines avant que les soldats aient à les franchir. Des tanks de génie appelés AVRS portaient de lourds mortiers à courte portée capables de tirer des charges lourdes directement dans un mur de béton à 50 mètres. D'un point fort à l'autre le long de Juno Beach, les positions qui avaient survécu pendant des heures au bombardement naval furent ouvertes en quelques secondes par ces armes spécialisées. À 8h30, les positions allemandes critiques de Corso-sur-Méhar et Bernier tombaient. Et ici, l'histoire se distingue véritablement de ce qui se passait à Omaha. Voici le moment qui ferait plus tard secouer la tête des soldats américains. Les Canadiens ne s'arrêtèrent pas. L'entraînement canadien avait inculqué une seule idée à chaque soldat, du plus haut officier au plus bas simple soldat. La plage est l'endroit le plus dangereux. Chaque seconde que vous passez sur la plage, plus d'hommes meurent. Vous ne vous consolidez pas sur la plage. Vous ne restez pas à attendre des ordres. Vous ne faites pas de pause pour les vivre. Vous avancez dans les terres aussi vite que vos jambes peuvent vous porter, car la sécurité est devant, pas derrière. Le lieutenant-colonel Foster Matt du régiment de la rive Regina rapporta à ses hommes qu'ils passaient les derniers bunkers allemands au niveau de l'eau. Ne vous arrêtez pas. N'attendez pas. Si vous vous arrêtez, d'autres d'entre nous mourront. Continuez à avancer vers le sud. À 9h, des éléments des Royal Winnipeg Rifles combattaient dans les rues de Corso-sur-Méhar. À 10h, les Queen's Own Rifles avaient nettoyé Bernier-sur-Méhar et se dirigeaient vers le sud sur les routes menant dans les terres. À 10h30, des unités de suivi se précipitaient à travers l'ouverture, utilisant l'élan créé par la première vague, porté par leur sang. La plage était désormais derrière eux. La France s'ouvrait devant eux et les Canadiens couraient vers elle. Alors que le long crépuscule d'été s'étendait sur la Normandie le soir du 6 juin 1944, les combats ralentissaient mais ne s'arrêtaient pas. À travers les 80 km de plages d'invasion, les commandants alliés sur les navires et dans les quartiers généraux temporaires commençaient à reconstituer l'image de ce qui s'était passé pendant ce jour le plus long de leur vie. Des rapports arrivaient par radio, par porteur, par des notes griffonnées et transmises de main en main. L'image qui se formait était à la fois un triomphe et une tragédie, et les chiffres racontaient une histoire que personne ne pouvait ignorer. Les Canadiens avaient atteint des positions plus proches de leurs objectifs assignés que toute autre force alliée sur n'importe quelle plage, mais le prix payé fut élevé et réel. Environ 1074 soldats canadiens furent tués, blessés ou disparus le 6 juin. Parmi ceux-ci, 359 étaient morts. Ces chiffres n'étaient pas de simples nombres sur une page pour les hommes qui avaient débarqué à leur côté ce matin-là. Ces hommes avaient repartagé leurs cigarettes dilement sur les navires la veille au soir. Ceux qui avaient montré des photographies de leurs femmes, petites amies, enfants et mères. Ceux qui étaient pas juste à côté d'eux lorsque les rampes s'abaissèrent et qui quelques secondes plus tard n'étaient plus là. Chacun de ces 359 hommes morts avait un nom, une ville d'origine, une famille attendant des nouvelles, et une vie qui prit fin sur une bande de sable français avant qu'ils aient eu la chance de voir ce qu'était la paix. À l'ouest, à Omaha Beach, les Américains avaient survécu à ce qui se rapprochait d'une catastrophe totale. À bord du navire amiral USS Augusta, le général Omar Bradley passait ses heures du matin à recevoir des rapports confirmant toutes ses craintes, celles qu'il avait traversé la Manche avec. L'assaut échouait à plusieurs points. Les pertes submergeaient les médecins. Le soutien blindé qui devait réduire le feu allemand n'était jamais arrivé. Le bombardement minutieusement planifié avait raté ses cibles. Pendant des heures, qui semblèrent des jours, la possibilité d'une retraite totale, d'admettre qu'Omaha ne pourrait pas être prise, était devenue réelle, au point que des officiers d'état-major discutaient en silence des plans de repli. Mais ils ne se retirèrent pas.
Les hommes sur la plage, à force de courage individuel défiant toute logique des probabilités, trouvèrent les passes pour quitter le sable et commencèrent à grimper. Au coucher du soleil, les forces américaines avaient progressé d'environ 1 à 2 miles dans les terres. Les premières heures à Omaha avaient coûté environ 2000 victimes américaines, peut-être plus. Leur tête de plage était mince et fragile. Leurs objectifs du D-Day étaient presque complètement non atteints, mais ils étaient encore là. Ils n'avaient pas été repoussés dans la mer. Les hommes à Omaha n'ont pas échoué par manque de courage. Les actes de bravoure individuels à Omaha Beach sont parmi les plus extraordinaires de toute la guerre. Mais les conditions qu'ils ont affrontées, les défenseurs allemands plus aguerris, les tanks disparus au fond de la Manche, le bombardement raté, la géographie terrible de la plage elle-même rendaient leur tâche presque impossible. Ils avaient réussi ce qu'ils avaient accompli grâce à une volonté humaine pure, et le prix qu'ils ont payé était presque au-delà de ce qu'on pouvait supporter. Mais quand la nouvelle de l'avancée canadienne parvint aux lignes américaines, la réaction fut immédiate et compliquée. Le lieutenant Edward Cowell, un officier du Signal Corps américain attaché à une unité de communication conjointe, déposa un rapport ce soir-là notant le trafic qu'il avait reçu du secteur canadien. Les unités canadiennes avaient atteint ou presque atteint leurs objectifs du D-Day. Le contraste avec la situation dans son propre secteur, écrivait-il, était significatif. C'était le genre de phrase qu'on écrit quand on essaie de garder ses émotions hors d'un document officiel sans y parvenir totalement. Il écrivit ces mots dans le langage mesuré d'un rapport militaire, mais le sentiment derrière eux était brut. Des expressions plus honnêtes surgirent dans des journaux et des conversations. Le sergent William Lewis de la 1re brigade d'ingénierie spéciale avait passé le 6 juin à sortir les corps de l'eau et à traîner les blessés derrière tout abri qu'il pouvait trouver. Il avait vu des garçons qu'il connaissait depuis l'entraînement mourir dans une eau si peu profonde qu'ils auraient pu se relever s'ils n'avaient pas craint de se faire abattre. 2 jours plus tard, le 8 juin, il s'assit avec son journal et écrivit ce qu'il avait entendu. La nouvelle était arrivée des Canadiens. 9 miles. 9 miles à la tombée de la nuit. Il écrivit que les garçons autour de lui disaient que les Canadiens n'avaient pas Omaha, et c'était vrai. Mais pourtant ce simple mot portait le poids de tout ce qu'il ne parvenait pas à écrire. Lewis survécut à la guerre. Il ne parla jamais de ce qu'il avait écrit dans ce journal jusqu'à ce que son petit-fils le trouve dans un placard en 1987, 3 ans après la mort de Lewis. Les pages étaient toujours tachées de sable. Le sentiment qui serait plus tard capturé dans la phrase « on se sentait comme des amateurs » ne fut pas prononcé par un seul homme, à un seul endroit. Il apparut dans plusieurs témoignages d'unités multiples, consignés dans des interviews et des mémoires des décennies après la guerre. C'était un sentiment qui se répandit lentement à travers les rangs américains dans les jours qui suivirent le 6 juin. Ce n'était pas de l'amertume, ni de la colère, mais une sorte de piqûre professionnelle née de la conscience que quelqu'un d'autre avait accompli la tâche plus vite et plus loin, même si les raisons étaient compliquées et que les comparaisons n'étaient pas totalement équitables. Du côté allemand, la réaction fut de l'alarme. Le général Hans Pidel, chef d'état-major de Feldmaréchal Ramel, qui n'était même pas en France le 6 juin, étant rentré en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme, nota dans le journal de guerre officiel que l'avance canadienne dans les terres avait créé ce qu'il appela un danger aigu. L'incapacité de maintenir les Canadiens sur la plage fut enregistrée comme une défaillance sérieuse du plan de défense côtier. Les commandants allemands croyaient que le mur de l'Atlantique tiendrait assez longtemps pour que des réserves blindées arrivent et repoussent l'invasion dans la mer. L'avancée canadienne avait brisé cette théorie en l'espace de quelques heures. Les morts, eux, ne disaient rien. Ils reposaient dans des tombes temporaires près de la plage ou dans les champs où ils étaient tombés pendant l'avance, ou encore dans l'eau froide du canal où des embarcations de débarquement avaient coulé. Le soldat Mario de Marco, 19 ans, de Montréal, s'était enrôlé à 17 ans en mentant sur son âge. Il a été tué sur la plage de Nan White avant même de franchir la ligne de l'eau. Le caporal William Baskerville, 24 ans, de Winnipeg, a été tué en nettoyant une maison à Corso-sur-Méhare vers 9 heures, moins de 90 minutes après être descendu de sa rampe de débarquement et avoir posé le pied sur le sol français. Ses parents reçurent le télégramme 2 semaines plus tard. Ils le liraient en se tenant dans l'embrasure de la porte de leur maison, dans une rue tranquille d'une ville située à des milliers de kilomètres de l'endroit où leur fils était mort.
et leur vie serait très désormais divisée en deux, avant et après. Ce furent un de ces hommes qui rendirent les 9 miles possibles, et ils ne sauront jamais ce qu'ils avaient accompli. Ce que les Canadiens ont fait à Juno Beach le 6 juin 1944 ne fut pas simplement un bon jour pour une division sur une plage. Cela eut des conséquences qui résonnèrent à travers toute la campagne de Normandie, modifiant la façon dont les armées pensaient à la guerre et remodelant la manière dont les nations se percevaient les unes les autres pendant des années à venir. La conséquence stratégique immédiate la plus importante fut la menace que l'avance canadienne représentait pour la ville de Caen. Caen était l'un des objectifs les plus importants du plan du D-Day. Le maréchal Bernard Montgomery, qui commandait toutes les forces terrestres alliées le 6 juin, espérait capturer Caen dès le premier jour, en utilisant les forces britanniques débarquant à Sword Beach à l'est. Cela ne se produisit pas. Caen ne tomberait entre les mains des Alliés qu'en juillet, plus d'un mois plus tard, après des combats brutaux qui réduisirent une grande partie de la ville en ruine. Mais le 6 juin, l'avancée canadienne depuis Juno Beach était la plus proche que toute unité alliée soit venue de menacer les routes et les lignes de ravitaillement passant par et autour de Caen. En atteignant des positions près de la route de Comayo, les Canadiens avaient littéralement planté un couteau dans le cœur de toute la position défensive allemande en Normandie. Les historiens militaires, comme Carlo Diest et Max Hastings, ont soutenu que si l'élan canadien avait pu être maintenu pendant les 7 et 8 juin, si les approvisionnements et les renforts étaient arrivés plus rapidement à la tête de plage de Juno, il y avait une réelle chance que Caen ait pu être coupé des renforts des semaines avant ce qui s'est produit. La guerre en Normandie aurait pu être considérablement raccourcie, mais cela ne s'est pas produit. Et la raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'était l'une des formations allemandes les plus dangereuses du front occidental, la 12e division SS Panzer, connue sous le nom de Hitlerjugend, car de nombreux soldats étaient des adolescents enrôlés dans la jeunesse hitlérienne. Le 7 juin, cette division se leva de ses positions de réserve et lança une série de contre-attaques sauvages contre les lignes canadiennes. Ces attaques arrêtèrent l'avance canadienne et débutèrent une lutte acharnée de plusieurs semaines qui coûterait cher des deux côtés. Ce qui aurait pu être une percée devint une bataille d'usure sans fin. Cependant, l'avance canadienne du 6 juin avait déjà accompli quelque chose de crucial au-delà de son propre secteur. L'écart dangereux entre Juno Beach et Gold Beach, l'espace par lequel les forces allemandes auraient pu frapper comme un coin pour diviser la ligne alliée en deux, fut comblé plus rapidement que prévu, en grande partie parce que les Canadiens avaient en poussé dans les terres si vite. Le 7 et 8 juin, les têtes de plage alliées commençaient à se lier, et la position devenait suffisamment sécurisée pour que les Allemands ne puissent ne plus espérer repousser l'invasion dans la mer. La rapidité canadienne, le jour du D-Day, fut l'une des raisons pour lesquelles cela se produisit. Les leçons de Juno Beach forcèrent également un changement dans la manière dont les armées pensaient la guerre amphibie. La décision américaine de refuser la plupart des véhicules blindés spécialisés, tels que les tanks à chaîne, les tanks de génie et les tanks de franchissement conçus par le général britannique Percy Hobart, fut discrètement remise en question après la catastrophe d'Omaha. Bien que l'armée américaine n'ait pas immédiatement adopté tous ces véhicules, la leçon selon laquelle un blindage spécialisé pouvait faire la différence entre le succès et la catastrophe fut intégrée et influencerait les plans de débarquement dans le Pacifique dans les mois suivants. Plus largement, la performance canadienne démontra quelque chose que les penseurs militaires mettraient des années à formuler pleinement, mais que chaque soldat sur Juno Beach comprenait instinctivement: lorsque l'infanterie, les tanks et les ingénieurs travaillent ensemble comme un seul organisme plutôt que comme des éléments séparés, le tout devient infiniment plus puissant que la somme de ses parties. Tous les observateurs alliés qui étudièrent les rapports du 6 juin le remarquèrent. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des Alliés, demanda un briefing détaillé sur les tactiques canadiennes dans la semaine suivant le débarquement. Les officiers d'état-major au quartier général en Angleterre commencèrent à compiler des analyses de comparatives des 5 plages et les sections canadiennes de ces rapports furent marquées, entourées et passées de bureau en bureau. Quelque chose s'était passé à Juno qui méritait d'être compris, quelque chose qui pourrait sauver des vies lors des combats à venir. Le général Montgomery lui-même nota dans son évaluation officielle, après l'opération, que l'avance de la 3e division canadienne lors du D-Day était, à tous égards, un modèle de la manière dont de telles opérations devraient être menées.
Venant de Montgomery, un homme pas particulièrement connu pour distribuer des éloges, cela représentait une véritable admiration professionnelle. Pour l'Allemagne, la pénétration à Juno avait été profondément alarmante. Le maréchal von Rundstedt, le commandant allemand en chef en Europe occidentale, nota que les pénétrations alliées à Juno et Gold étaient les plus dangereuses de toutes les plages du D-Day, précisément à cause de leur profondeur. La rapidité de l'avancée canadienne déstabilisa la planification des contre-attaques allemandes durant toute l'après-midi du 6 juin, rendant impossible pour les commandants locaux d'organiser une réponse coordonnée avant que la tête de plage ne devienne trop forte pour être repoussée. Pour le Canada, Juno Beach représentait quelque chose de plus grand qu'une simple victoire militaire. C'était la réponse à une question que le pays se posait depuis Dieppe. Étions-nous à la hauteur ? Pouvions-nous réussir ? La réponse arriva dans les ondes radio le soir du 6 juin, crépitant à travers les quartiers généraux en Angleterre et arrivant par télégramme à Ottawa, où les responsables du gouvernement lurent les rapports et comprirent la portée des chiffres. Objectif atteint, 9 miles. Perte lourde mais non catastrophique, tête de plage sécurisée. Le Premier ministre William Lyon Mackenzie King écrivit dans son journal ce soir-là à propos de l'invasion, notant la contribution canadienne avec une fierté particulière d'un homme qui avait mis sa vie politique en jeu dans cette guerre et en avait besoin pour signifier quelque chose. Dans les salons et cuisines, à travers le pays, les familles qui avaient envoyé des fils, des frères et des maris à l'étranger attendaient des nouvelles. Et quand elles arrivèrent, ce fut que les Canadiens avaient fait ce qu'on leur avait demandé. Ils l'avaient fait avec brio, ils l'avaient fait aussi bien que n'importe qui. Les Américains, pour leur part, ne répondirent pas à la réussite canadienne avec du ressentiment. Ils réagirent comme des professionnels qui voient un travail bien fait dans des conditions qu'ils comprennent intimement. Il n'y eut pas de débat sur qui avait combattu plus durement ou qui avait voulu la victoire davantage. Il n'y avait que la reconnaissance que des circonstances différentes avaient produit des résultats différents et que le résultat canadien contenait des leçons à apprendre. Les analystes militaires américains étudièrent attentivement la performance canadienne dans les semaines qui suivirent le D-Day et les conclusions qu'ils en tirèrent influencèrent silencieusement la pensée militaire américaine pour le reste de la guerre et au-delà. Les guerres sont menées par des nations et planifiées par des généraux, mais elles sont vécues par des êtres humains individuels dont les noms, visages et histoires sont les seules choses qui rendent l'histoire réelle. L'avance canadienne à Juno Beach ne fut pas accomplie par une formation tracée sur une carte. Elle fut réalisée par des hommes spécifiques qui se levèrent le matin du 6 juin 1944, ne sachant pas s'ils seraient vivants au soir et dont les vies, qu'elles aient pris fin ce jour-là ou qu'elles aient continué pendant des décennies, méritèrent d'être rappelées comme plus que des statistiques dans un rapport opérationnel. Charlie Martin avait 25 ans et venait de Windsor, Ontario. Avant la guerre, il avait travaillé dans une usine automobile faisant ce travail stable et sans éclat qui paye le loyer et occupe les journées sans laisser beaucoup de place pour ce qu'on pourrait appeler l'aventure. Il s'engagea en 1940, rejoignit les Queen's Own Rifles du Canada et en juin 1944 était devenu sergent-major de compagnie grâce à une combinaison de compétences, de dureté et de cette fiabilité tranquille que les soldats reconnaissent entre eux sans avoir besoin de mots. Le matin du D-Day, il débarqua sur la plage de Nan White sous le feu direct des mitrailleuses, fut blessé aux 2 bras avant d'atteindre le mur de mer, mais continua à se battre. Il guida ses hommes toute la journée, dirigeant le nettoyage des maisons à Bernier, tout en saignant de blessures qu'il refusa de laisser soigner jusqu'à ce que le travail soit terminé. Des années plus tard, Martin écrivit au sujet d'un moment qui resta avec lui plus longtemps que les combats. En nettoyant une maison à Bernier-sur-Méhard, il entra dans une pièce et trouva une vieille femme française assise dans son fauteuil. Elle n'était pas partie, malgré le bombardement, malgré les balles qui frappaient ses murs, malgré les explosions qui faisaient tomber de la poussière de son plafond toute la matinée. Elle le regarda, ce soldat canadien ensanglanté, sale, épuisé, debout dans son encadrure de porte avec un fusil, et elle lui offrit un verre de vin. Il le prit, il le but, il la remercia. Et puis il retourna nettoyer les pièces. Il y avait une guerre, écrit-il dans ses mémoires. Et aussi, il y avait une grand-mère française qui voulait être hospitalière. Les deux étaient vrais en même temps. Martin survécut à la guerre et vécut jusqu'à 91 ans, mourant en 2004 à Lamington, Ontario. Son mémoire, Storm the Beaches,
Publié en 1994, reste l'un des témoignages les plus importants sur ce que c'était que de débarquer à Juno Beach et de continuer à avancer lorsque tout votre corps vous disait de vous arrêter. René Tessier, âgé de 20 ans et originaire de Laye, Québec, servit avec le régiment de la Reine, une unité franco-canadienne qui débarqua lors de la deuxième vague à Juno Beach. Le monde a changé de manière que les hommes dans ces embarcations de débarquement n'auraient jamais pu imaginer. Les pays qu'ils se sont battus pour libérer sont désormais libres. L'ennemi qu'ils ont traversé la mer pour vaincre est maintenant un allié. Les hommes eux-mêmes sont presque tous partis maintenant, passés dans le silence qui attend chaque génération, emportant avec eux la connaissance particulière de ce que goûte l'eau salée mélangée au sang, de ce que ça fait d'entendre une mitrailleuse tirer sur vous et de courir à travers du sable ouvert, sachant que chaque pas pourrait être le dernier. Mais la mémoire reste maintenue en place par la pierre, le sol et le besoin humain obstiné de se souvenir de ce qui a été sacrifié pour que le reste d'entre nous puisse vivre la vie que nous menons. À Corcellar, sur la bande de plage où les soldats canadiens ont touché pour la première fois le sol français le matin du 6 juin 1944, se dresse un bâtiment appelé le Juno Beach Centre. Il ouvrit en juin 2003 et fut presque entièrement financé par des dons de citoyens canadiens ordinaires qui voulaient s'assurer que l'histoire ne serait pas oubliée. Le bâtiment est courbé et fait de béton, et sa forme fait écho au bunker allemand qui se tenait autrefois sur cette même côte. À l'intérieur, le musée raconte l'histoire de la guerre du Canada de 1939 à 1945 avec Juno Beach en son cœur. Environ 150 000 personnes visitent le centre chaque année. Beaucoup d'entre elles sont des étudiants canadiens dont les écoles ont collecté des fonds pour les envoyer à travers l'Atlantique afin qu'ils puissent se tenir sur le sable où leurs arrière-grands-pères et leurs arrière-grands-pères ont combattu, saigné et sont morts. Certains de ces étudiants pleurent lorsqu'ils voient la plage pour la première fois. Certains restent très silencieux. D'autres ne savent pas ce qu'ils ressentent jusqu'à ce qu'ils se trouvent là et alors ils ressentent tout en même temps. À quelques kilomètres de la plage, près du village de Bénissart, se trouve le cimetière militaire canadien. Il contient 248 tombes disposées en rangées précises sur l'herbe verte de Normandie. Les pierres métombales sont blanches et identiques, chacune portant un nom, un grade, un régiment, une date, et parfois quelques mots choisis par la famille. Les pelouses sont maintenues parfaitement coupées par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, qui entretient des cimetières comme celui-ci à travers l'Europe depuis plus d'un siècle. De nombreux visiteurs décrivent leur marche à travers Béniard comme l'une des expériences les plus puissantes de leur vie. Les rangées sont longues et droites et semblent s'étirer à l'infini. Et chaque pierre représente une personne qui était jeune, vivante, pleine des espoirs ordinaires que portent les jeunes, des espoirs d'amour, de travail, d'enfants, d'un futur, et qui ont abandonné tout cela sur une plage, dans un champ ou sur une route d'un pays qui n'était pas le leur, pour des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, parce qu'ils croyaient que c'était la chose juste à faire. Pour le Canada, Juno Beach occupe une place dans la mémoire nationale qu'il est difficile de surestimer. Elle se tient aux côtés de la crête de Vimy, de la Première Guerre mondiale, comme l'un des moments où le Canada a prouvé à lui-même et au monde qu'il n'était pas simplement une colonie suivant des ordres, mais une nation capable de choses extraordinaires. Les hommes qui ont débarqué à Juno étaient canadiens, dans tous les sens qui comptaient, dans leur formation, dans leur commandement, dans leur esprit, dans la détermination tranquille qui les porta 9 miles dans les terres, un jour où le monde était suspendu au bord du précipice. Pour un pays qui a parfois eu du mal à se définir face à ses voisins plus grands et plus bruyants, ces moments d'identité incontestable portent un poids qui va au-delà de l'histoire militaire. Les leçons de Juno Beach ont également survécu dans la manière dont les armées mènent les combats. L'importance de la guerre combinée, la valeur des équipements spécialisés, la formation des leaders juniors pour penser et agir par eux-mêmes lorsque les plans échouent, la doctrine de se déplacer à travers le danger plutôt que de s'arrêter dedans. Toutes ces idées, éprouvées sur le sable de Juno Beach, ont été absorbées dans la pensée militaire occidentale au cours des 8 décennies qui ont suivi le D-Day. Le principe du commandement de mission, qui consiste à faire confiance aux soldats à chaque niveau pour atteindre leurs objectifs grâce à leur propre jugement, reflète directement ce que les Canadiens ont démontré le 6 juin 1944. Les Américains qui se sont sentis comme des amateurs n'avaient pas tort de réfléchir à ce que les Canadiens avaient accompli.
Ils connaissaient les raisons. Ils les avaient vécues dans le sang et le sable d'Omaha. Mais connaître les raisons ne faisait pas disparaître le sentiment. Et peut-être que ce n'était pas censé disparaître. Peut-être que cette piqûre, ce malaise professionnel silencieux, était en soi un hommage. Cela signifiait qu'ils avaient vu quelque chose qui méritait d'être admiré. Cela signifiait qu'ils reconnaissaient l'excellence lorsqu'elle débarquait sur la plage à côté d'eux. Et la performance canadienne était véritablement et indéniablement excellente. Le produit d'une nation qui avait appris de son plus grand échec, s'était préparé avec une honnêteté implacable et avait fait confiance à ses hommes pour se lever face à un moment qui les définirait à jamais. Les Américains comprirent cela, ils l'emportèrent avec eux. Et dans les années qui suivirent la guerre, lorsque les vétérans canadiens et américains se rencontrèrent lors de retrouvailles et de commémorations, il n'y eut jamais de tension à ce sujet. Il n'y avait que la connaissance partagée d'hommes qui avaient traversé la même mer le même matin et avaient fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. En fin d'après-midi, le 6 juin 1944, un officier canadien s'assit au bord d'une route à plusieurs kilomètres dans les terres de Juno Beach. Le bruit de la mer avait disparu. Devant lui, quelque part au sud, se trouvait l'autoroute que ces hommes devaient atteindre. Derrière lui, devenant de plus en plus petit à mesure qu'il s'éloignait, se trouvait la plage où tout avait commencé ce matin-là. Un fermier français sortit de sa grange et offrit un verre d'eau à l'officier. Ce dernier le prit, le but, puis dit dans son français canadien des prairies, impair mais incontestable, merci, thank you, nous sommes ici maintenant. Les 3367 Canadiens qui furent tués, blessés ou capturés à Dieppe en 1942 n'ont pas été oubliés à Juno Beach. Ils furent évoqués à chaque briefing, chaque exercice d'entraînement, chaque réunion de planification et à chaque pas que ces soldats firent à travers le sable. Ils étaient la raison pour laquelle, cette fois, tout était différent. L'histoire ne donne pas souvent aux armées la chance de transformer une défaite en triomphe. Le 6 juin 1944, le Canada saisit cette chance et en fit bon usage. Et le monde est différent parce qu'ils l'ont fait.